à toutes et à tous d'être là. Donc, on a la mairie de Paris, donc on va commencer par vous, Jean-Louis Missica. Un peu chez vous. On va commencer par la provocation. Est-ce que vous pensez toujours que le Grand Paris Express sera obsolète lors de sa livraison? Alors d'abord, je n'ai pas écrit que le Grand Paris Express Non, vous serait l'avez obsolète dit, au moment de sa livraison. J'ai dit que certaines portions du Grand Paris Express risquaient de l'être si jamais on ne tenait pas compte des progrès à la fois technologiques et des innovations et des études en matière de déplacement. Vous savez, c'est un projet qui s'étend sur plusieurs dizaines d'années. C'est un projet qui donc doit faire des anticipations dont certaines s'avéreront nécessairement fausses. Toutes les anticipations ne sont pas justes en termes de trafic, en termes d'urbanisation. C'est un projet qui fait des paris dont certains peuvent sembler parfois risqués. Vous avez vu quand même que le projet Europa City a été abandonné et qu'il y a une des lignes du Grand Paris Express qui du coup se retrouve aujourd'hui avoir une gare en pleine campagne. C'est la coïncidence des agendas pour le coup. Pardon ? C'était quelque chose qui était déjà en cours pour la gare de la N17 du Grand Paris Express. Ces études en cours de la justice, c'était pas spécialement lié à l'arrêt d'Europa City. Ah si, la gare de Gonesse, elle était directement liée à... Elle était directement liée. Oui, donc à partir du moment où Europa City est abandonné, il y a une question sur le devenir et de la gare et de la ligne. Donc je dis pas ça du tout pour montrer que le Grand Paris Express n'est pas un bon projet. C'est un excellent projet que nous soutenons. À l'époque, quand j'avais dit ça, c'était à propos des véhicules autonomes et du fait que sur certaines zones, notamment là où le Grand Paris Express avait des vraies interrogations sur la population transportée, je pense notamment la section qui allait de Saclay à Versailles, est-ce que un métro était absolument indispensable pour cette section ou est-ce qu'on pourrait imaginer quelque chose en surface ou quelque chose qui avait à voir avec le véhicule autonome? L'autre point qui me paraissait très important à souligner, et que d'ailleurs a souligné l'étude lancée par la ville de Paris, la région et l'État sur les routes du futur du Grand Paris, c'est le fait qu'on ne peut pas penser le métro sans la route. Et le fait qu'il faut vraiment réfléchir à un maillage du métro avec une transformation des routes qui garantit d'une part qu'on ne va pas augmenter le trafic routier, mais au contraire qu'on va mieux l'organiser pour s'assurer aussi qu'il sera zéro carbone, et puis qu'il y aura bien ces hubs qui permettront l'intermodalité entre la route et le rail. Et pareil pour les gares du Grand Paris Express. Vous savez qu'au moment où on a cherché à faire des économies, une des questions qui était posée, c'était est-ce que tout ce qui avait été pensé pour l'intermodalité dans les gares du futur Grand Paris Express était absolument indispensable. Et je pense vraiment que si on ne fait pas des gares du Grand Paris Express des hubs d'intermodalité qui anticipent toutes les innovations que nous connaissons, certaines nous ne les connaissons pas, mais celles que nous connaissons en matière de covoiturage de véhicules autonomes, de desserte à la demande et donc je dirais de logistique du transport des personnes sur les derniers kilomètres, si jamais on ne tenait pas compte de cela, eh bien on risquerait de rater quelque chose d'essentiel pour la réussite du Grand Paris Express. Donc je maintiens la formule que j'ai utilisée, je la nuance simplement par rapport à la brutalité de l'expression. Ce n'est pas le Grand Paris Express qui risque d'être obsolète, il faut que nous ayons des rendez-vous réguliers, tous les acteurs qui pilotons le Grand Paris Express, des rendez-vous réguliers pour vérifier un certain nombre de choses. Et parmi ces choses, il faut faire un update de la technologie. Il faut voir si jamais le principe du métro, ou en tout cas du transport par rail souterrain, est la seule solution, ou s'il n'y en a pas d'autre. Et il faut vraiment penser les gares comme des hubs d'intermodalité, là aussi en ayant à l'esprit toutes les modifications des comportements de mobilité
qui vont avoir lieu. Très franchement, la micromobilité, qui l'aurait anticipé, en tout cas à ce point, il y a de cela ne serait-ce que 5 ans, la micromobilité, c'est peut-être dans un certain nombre de gares du Grand Paris Express une solution pour gérer justement ce dernier kilomètre qui est un sujet très important de rabattement vers les gares. Et donc, ce sont des sujets comme ça que je veux que tout le monde ait à l'esprit en permanence. Ça va aussi changer la physionomie des quartiers autour. Dominique Alba, je vous vois feuilleter votre rapport, vous allez bien remettre, présenter officiellement, sur les 35 gares sur 68 qui, a priori, devraient arriver d'ici à 2025. Oui, merci. La préparation de Jean-Louis Messica était parfaite. Donc, non seulement il faut s'occuper d'articuler les choses, mais pour les articuler, il faut les regarder. Et comme le rôle de la PUR, c'est toujours d'avoir un petit temps d'avance, puisque nous sommes censés apporter à ceux qui exercent le mandat public et tous ceux qui agissent des éléments de connaissance et de mise en perspective des mutations. Donc, cet ouvrage qui sera mis en ligne demain matin et qui sera diffusé largement, donc il est un peu lourd, donc je donnerai un à Monsieur Tortosa. Enfin voilà. Je dis mutation dans les quartiers de gare du Grand Paris Express, 35 gares mises en service d'ici 2025. Il analyse donc les 35 quartiers, 14 millions de mètres carrés, 9 qui restent à réaliser, pratiquement 85 000 logements qui seront donc livrés à horizon 2025, avec tous les déséquilibres et tous les efforts qui nous restent à faire, parce qu'évidemment, ça n'est pas parfait. Il faut rappeler qu'on doit livrer 70 000 logements par an en Ile-de-France. Voilà, oui, ça c'est vrai. Et on les livre d'ailleurs, même plus. Donc ces chiffres sont à la fois grands et petits. La question qui se pose, et c'est des choses qu'on avait analysées quand on a mis en place l'Observatoire des quartiers de gare avec la Société du Grand Paris et avec la Direction régionale de l'équipement, c'est que, comme le dit Jean-Louis Messica, les rues sont très importantes pour s'interconnecter avec le métro et tous les autres services de mobilité. Et dans la métropole du Grand Paris, on n'a pas beaucoup de rues. Donc il va y avoir une mise en concurrence extrêmement importante sur les rues, et je pense que Sandrine en parlera, puisque la Société du Grand Paris va présenter des éléments très importants sur ce sujet demain soir. Donc, si vous voulez, ces quartiers, ils vont peut-être pas changer de physionomie, on n'en sait rien, mais l'ensemble du système métropolitain va effectivement changer de physionomie, puisqu'on aura accès à une mobilité type métro. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on trouve normal de mettre une demi-heure pour aller voir des amis ou aller au théâtre ou aller travailler, etc. Mais ce sera la même chose, mais sur un territoire beaucoup plus grand. Et ça, c'est une révolution. Donc oui, il y aura des endroits dont la physionomie va changer, comme elle change dans certains endroits de Paris. Dans certains endroits, elle ne changera pas. Si on prend Vitry-Centre, qui est un espace très constitué, et ça va être dans des détails qu'elle va changer. Et c'est pour ça que le sujet est difficile et que moi, je soutiens ce que dit Jean-Louis en disant qu'il faut que les acteurs se voient régulièrement. Je crois que c'est aussi l'idée du préfet de région, puisque ce travail a été accompagné également par Grand Paris Aménagement et l'EPFIF, qui ont Établissement public foncier d'Île-de-France. Et on a pu travailler comme ça dans le détail des choses, en particulier sur la question du stationnement. On a 131 règlements de stationnement différents dans les 35 quartiers de gare qu'on a considérés. On a plus de 200 règlements de zonage et plus de 40 zones différentes de PLU. Donc on a un petit sujet, si vous voulez, pour avancer, ne serait-ce qu'avec les ambitions qu'on se fixe, qui sont de faire la ville zéro carbone, un espace public inclusif et agréable à parcourir, des rez-de-chaussée actifs, et puis de l'innovation à tous les étages, comme on le souhaite partout. Voilà. Sandrine Gourlet. Juste pour rebondir en une seconde, ce qui me paraît essentiel dans ce qu'a dit Dominique, mais je crois que Sandrine va le dire aussi, c'est que le Grand Paris Express, pour être une réussite, ne doit pas être pensé uniquement comme un projet de mobilité, il doit être pensé comme un projet d'urbanisme. Et bien évidemment, ce sont les quartiers de gare qui sont les plus concernés, mais pas que. Et donc, si jamais on n'est pas capable de penser le Grand Paris Express comme un projet d'urbanisme, on risque de passer à côté de quelque chose d'extrêmement important. Oui, Sandrine Gourlet, justement. Merci. Justement, c'est tout l'enjeu du Grand Paris Express, c'est pas seulement une infrastructure de transport, c'est aussi une révolution de l'aménagement. Et malgré toutes les normes et les contraintes évoquées par Dominique Alba, comment justement vous allez participer à cette refabrication de la ville sur elle-même? Bonjour. Alors déjà, dire que effectivement le Grand Paris Express, ce n'est que l'acte 1 du Grand Paris. Mais rappeler quand même que c'est malgré tout un formidable projet de transport. On construit 200 km de métro, c'est-à-dire autant que le métro existant. On va effectivement avoir 68 gares, donc 40 gares qui sont en quartier politique de la ville, c'est-à-dire qu'on va désenclaver des quartiers qui sont aujourd'hui isolés, permettre à des habitants d'accéder à des emplois, à des activités culturelles, à de la santé, beaucoup plus rapidement.
C'est-à-dire aussi qu'on va avoir 80% des gares qui sont interconnectées au réseau existant. Donc on va mailler le réseau existant. Aujourd'hui, quand on veut aller de banlieue à banlieue, on est forcément obligé de passer par Paris. En gros, on se retrouve à Châtelet-Les-Halles en train de changer dans le hub de Châtelet, quel que soit l'endroit où on veut aller en Ile-de-France. Demain, ça ne sera plus le cas et on va aussi apporter de la résilience au système de transport. C'est-à-dire qu'on va le rendre plus robuste. Quand il y aura une ligne qui aura des difficultés, on pourra se rabattre plus facilement sur une autre. Donc déjà, la chose qu'on doit réussir à tout prix, c'est ce projet de transport. Et il faut avoir en tête qu'on va faire les premières mises en service en 2024 et qu'en 2030, il faut qu'on ait fini ce projet. Donc on ne parle pas d'une mutation en matière de mobilité qui va s'opérer sur des dizaines d'années. On est à une échelle de 10-15 ans. Donc cette première révolution-là, elle va être extrêmement importante. Et comme le rappelait Dominique, on va en fait avoir 90% des habitants de l'Île-de-France qui vont se retrouver à moins de 2 km d'une gare. 2 km, c'est-à-dire qu'on peut aller à une gare en bus, en vélo, à pied, si on est en forme. Ça veut dire aussi qu'en matière de mobilité, ça va effectivement considérablement changer les habitudes et il faut effectivement penser l'aménagement des quartiers de gare pour permettre cette mobilité-là. Et le deuxième enjeu du projet, c'est que effectivement, une fois qu'on aura livré ce projet de transport, l'enjeu, c'est de reconstruire la ville sur la ville et de la rendre performante et adaptée à l'usage qu'en feront les habitants. Et il faut effectivement qu'on réussisse ce projet d'urbanisme, ce projet de transformation, déjà parce que c'est aussi l'occasion de pouvoir faire du renouvellement urbain et de se débarrasser des passoires thermiques, de reloger les gens dans des bonnes conditions, de développer des activités au plus proche de leur lieu de vie, qu'ils ne soient pas obligés de faire des heures de transport pour aller chercher leurs activités. Et le Grand Paris ne sera réussi que si on arrive à générer cette transformation de la ville sur la ville. Merci. Pascal Ozannet, vous m'avez dit en préparant cette table ronde que c'était plus un rattrapage, session de rattrapage plutôt qu'une révolution et qu'il ne fallait surtout pas oublier les mobilités autour si on veut réussir le pari du Grand Paris. Oui, c'est un chantier extraordinaire, c'est le chantier du siècle, 15 tunneliers à la fin de l'année, c'est extraordinaire, c'est une belle aventure, mais c'est pas une révolution parce qu'on fait un rattrapage. Si on regarde, on fait des comparaisons internationales, Paris est certainement une des villes qui bénéficie d'une meilleure accessibilité du fait du réseau de métro, de RER, de train, de bus. Mais quand on va au-delà du périphérique, on regarde l'agglomération, bon, je veux dire, on n'est pas les derniers de la classe, mais on est petits moyens. Hein, donc là, il y a un rattrapage avec donc la ligne 15 et puis enfin tout le réseau que vous connaissez. Sur la question des mobilités et aussi sur la question de l'urbanisme, ce que disait Jean-Louis Mexica sur le projet, la dimension urbaine. Une petite anecdote, quand on a lancé, moi j'étais à l'époque directeur du développement à la RATP, le projet métrophérique, c'est aujourd'hui la ligne 15, on était au milieu des années 60, au milieu des années 2000, on disait c'est un projet urbain. Parce qu'il faut lutter contre l'étalement urbain, il faut densifier autour des gares, on va réaménager des no man's land. On dit c'est un projet urbain, c'est aussi un projet de transport. C'était le discours qu'on tenait nous à la RATP, c'est un peu là pour l'anecdote. L'espace urbain, parce que c'est aussi un des enjeux majeurs en termes d'aménagement, mais aussi au niveau des mobilités. Je crois qu'aujourd'hui, il y a l'exemple autour des gares dont parlait Sandrine. Effectivement, on sait qu'autour des gares, donc là, dans le rayon de 2 km, là, le trafic va augmenter les flux de 2 à 3. Et donc là, toutes les mobilités ont une pertinence différenciée. Et donc, il faut y travailler. Je prends un exemple. Par exemple, dans Paris, là, une voirie urbaine a une capacité, vous savez que dans les transports, les infrastructures sont dimensionnées pour répondre à l'heure de pointe. Donc c'est une particularité, on ne peut pas stocker, il n'y a pas d'activité de stockage. Quand le train il est parti, on ne peut pas le stocker. Donc c'est un enjeu extraordinaire. Donc on dimensionne sur l'heure de pointe. Donc la voirie, c'est pareil. Donc pour une voirie où il y a une vie urbaine, riveraine, on ne fait pas passer plus de 500 à 800, 900 véhicules avec un taux d'occupation qui est assez faible. Pour absorber 40 000 voyageurs à l'heure de pointe. C'est la capacité de la ligne 14. Il faudrait une voirie de 100 à 150 mètres pour donner l'enjeu. Donc voilà, entre le transport en commun, la ligne 14, un métro automatique, c'est le métro du Grand Paris, et la voirie, l'espace urbain. Et puis, il y a l'émergence des micromobilités. Quand on a lancé le Grand Paris, on ne parlait pas micromobilité. Ça, c'est clair. Donc, il y a encore un an, on ne parlait même pas de free floating. Enfin, donc ça émerge. Et là aussi, regardons en termes de consommation d'espace, les pertinences différenciées des différents modes. Je donnais l'exemple de la voiture avec la ligne 14. En vélo, sur une piste cyclable d'1,50 m, on peut faire passer jusqu'à 5000 vélos à l'heure de pointe. Là aussi, c'est
dimensionnant, c'est le dimensionnement. Donc, par mètre linéaire, la voirie c'est 3 mètres, hein, on a une capacité supérieure du vélo de 4 à 5 fois supérieure. Donc intégrons ça, c'est quand même des éléments importants. Le tramway, avec sa capacité, on parle du T3, le T3 donc avec la réduction du trafic automobile, le rapport est de 1 à 8 par rapport à la voiture particulière, et de 1 à 2 pour le bus. Donc vous voyez que la question aujourd'hui, les leviers, donc il y a autour des gares l'aménagement urbain, l'espace urbain est aujourd'hui, à mon avis, devenu un enjeu absolument majeur pour les politiques publiques. Claude Solar, plus généralement, comment les gares peuvent-elles être le réceptacle de toutes ces nouvelles mobilités et travailler sur l'intermodalité, justement? Oui, enfin, ça a été dit. Si on prend un peu de recul, pour moi, le Grand Paris, c'est un pari, c'est-à-dire celui d'accompagner le développement d'infrastructures pour faire en sorte que la mobilité collective ne soit pas complètement le résultat de la congestion, mais anticipe la congestion. Autrement, les usagers le verront comme une contrainte et donc ça sera compliqué. Deuxième pari qu'il y a derrière tout ça, c'est le fait qu'il y a peut-être enfin une vision du fonctionnement de l'Île-de-France qui ne soit pas uniquement sur une logique radiale. Ça a été dit à Châtelet, ça fait un nœud. Et bon. Ça va changer des esprits. Il faut que ça change les esprits des usagers, des décideurs. Et on peut très bien, si ça ne change pas, avoir une fonction des rocades de rabattement sur les lignes radiales. Alors ça, c'est le pari loupé. Et c'est pas simple d'organiser des flux qui sont de toute façon plus ténus sur des radiales, sur des rocades. Et la gare, ça a été dit, elle est essentielle, c'est-à-dire qu'elle est le réceptacle de l'intermodalité. Si on rabat l'ensemble des populations sur les radiales, le coût de la double rupture de charge, c'est-à-dire là où il y a des correspondances avec les rocades, sera terrible et les gens choisiront d'aller et de continuer à aller au cœur de Paris. Et donc on voit bien que l'organisation de l'ensemble des dessertes du territoire, par le vélo, par la voiture, ça a été dit, y compris dans ces nouvelles formes, par les transports collectifs de bus, sont essentiels pour bien organiser cet espace et faire que le pari soit gagné, c'est-à-dire celui d'une mobilité qui ne soit pas uniquement radiale. Et de toute façon, la mobilité radiale, elle pousse en elle-même, elle est en croissance, et donc ce qui est fait déjà dans les radiales et ce qui doit continuer à être fait. Mais là, du coup, ça nécessite que l'ensemble des responsables, qu'ils soient opérateurs et organisateurs de transport, aménageurs, comprennent qu'il faut d'autres réflexes et quelque part que la capacité de décision de l'autorité organisatrice, j'ose dire de l'autorité organisatrice, ou des autorités organisatrices, ça va amener une complexité, c'est au pluriel, pour justement faire en sorte que tout ça soit extrêmement bien coordonné, parce que ça appelle des réflexes qui sont nouveaux dans la logique du fonctionnement des transports. Par ailleurs, je pense que la gare peut être une gare, y compris dans sa fonction intermodalité, une gare de passage. Et si la gare n'est uniquement une gare de passage sur les flux, je pense qu'on perdra une capacité de croissance de richesse sur l'ensemble du territoire. Ça a été dit, et c'est aussi une question urbaniste, de faire en sorte que ces pôles soient aussi des pôles de développement de services pour faire en sorte que la richesse, elle aussi, ne se concentre pas uniquement à l'intérieur. Merci. Jean-Louis Missica, vous avez évoqué les routes du futur tout à l'heure, ce projet où vous avez réussi à mettre tout le monde autour de la table, la ville, la métropole, la région, l'État, même certains départements et d'autres communes. Justement, comment vous allez travailler sur ces échéances 2030, 2050 pour que tout converge dans le même sens et que les solutions soient plus simples, plus décarbonées demain? Ce qui me paraissait important, c'était de ne pas faire l'impasse sur le réseau routier.
C'est-à-dire que c'est vrai que pendant tout un temps, on s'est beaucoup focalisé, et à juste titre, sur le Grand Paris Express. Ça a été des débats quand même assez longs entre la région Île-de-France, celle de Jean-Paul Huchon et la présidence de la République, Nicolas Sarkozy et Christian Blanc, pour se mettre d'accord sur un tracé, sur un maillage, sur la définition des gares. On sait que ces enjeux sont des enjeux politiques qui sont d'une importance capitale pour les élus locaux, et donc ça a été très compliqué. On a fini par trouver une solution. Mais ce qui me paraissait essentiel, c'est que justement, cette solution, ça n'était pas la solution. Elle devait s'articuler avec une révolution similaire d'un certain point de vue dans le domaine routier, c'est-à-dire repenser la route, pas comme le lieu réservé aux véhicules individuels et au transport de marchandises, mais comme un lieu qui pouvait justement connaître une mutation aussi spectaculaire en matière d'accueil, de transport collectif, de covoiturage, d'autopartage, et donc de ce que l'on appelle la mobilité comme service. Et puis par ailleurs, il y a cette immense révolution du véhicule autonome, dont on ne sait pas si elle aura lieu en 2020, en 2030, en 2040 ou en 2050 ou jamais. Mais France Mobilité mise plutôt sur les navettes autonomes plutôt que la voiture qui va augmenter la congestion. Non, mais vous savez, le véhicule autonome, c'est un mot qui regroupe tout un tas d'innovations, dont certaines sont pour demain matin, et d'ailleurs on les expérimente avec la RATP, et d'autres sont pour beaucoup plus tard. Mais ce qui nous paraît essentiel, c'est que le véhicule connecté, c'est-à-dire le véhicule qui dialogue avec d'autres véhicules et qui dialogue avec l'infrastructure routière et qui dialogue avec l'autorité organisatrice de mobilité, ça c'est pour demain matin. Il est tout à fait possible d'équiper les routes de telle manière qu'elles puissent dialoguer avec les véhicules. Et c'est une révolution. Pourquoi ? Eh bien, tout simplement parce que vous allez pouvoir faire ce qu'on appelle le platooning, c'est-à-dire le convoyage, c'est-à-dire que vous allez pouvoir mettre éventuellement un bus avec un conducteur, mais qui conduira un train de bus qui seront collés les uns aux autres parce qu'ils seront connectés les uns avec les autres, et que donc vous pouvez, sur la route, obtenir ce qu'on appelle du mass transit, c'est-à-dire un transport de masse, ce qui n'était pas possible auparavant. Et d'autre part, vous pouvez réserver une voie au transport collectif et au covoiturage. Et vous pouvez organiser des convoyages de covoiturage. Et donc vous voyez bien que la frontière entre la route et le rail devient de plus en plus ténue, parce que si jamais vous êtes capable de piloter de façon centralisée la gestion de flux sur la route, eh bien vous vous rapprochez d'une logique du rail. Et donc c'est tout cela, si vous voulez, qui me paraissait devoir être discuté à l'échelle de la région Île-de-France et à l'échelle et avec l'État, parce que ce ne sont pas des sujets que vous pouvez traiter commune par commune. Voilà. Et donc on a eu, Anne Hidalgo a proposé à Valérie Pécresse, au préfet Michel Cadot et à tous les partenaires, et bien sûr à Patrick Ollier, de cofinancer une très très grosse étude qui s'appelle les routes du futur du Grand Paris, 4 équipes internationales avec des savoir-faire extrêmement diversifiés, pluridisciplinaires, parce que nous avons besoin d'urbanistes, nous avons besoin de spécialistes des transports, nous avons besoin de paysagistes, nous avons besoin d'économistes pour pouvoir, et bien sûr des spécialistes d'intelligence artificielle et de gestion de la donnée, pour pouvoir justement essayer de concevoir ça. Et ce qui est vraiment très très intéressant, je trouve, dans le résultat de ce travail, d'abord c'est que le copilotage s'est bien passé. Et il y avait autour de la table des gens qui ne pensaient pas que du bien les uns des autres. Quand vous avez des maires de Seine-et-Marne et Christophe Najdowski, par exemple, vous n'avez pas nécessairement la même vision de l'automobile et de la transition énergétique. Ça s'est très très bien passé. Et l'autre aspect intéressant, c'est que nous avions quand même diversifié le choix de nos 4 équipes pluridisciplinaires pour que des sensibilités différentes justement à la mutation puissent s'exprimer. Pour faire simple, il y avait des équipes plutôt conservatrices et des équipes plutôt révolutionnaires. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est que ces équipes ont convergé. Elles ont convergé sur des idées simples, sur des idées d'abord de transformation de l'ensemble des autoroutes urbaines, pas que du périphérique, de l'ensemble des autoroutes urbaines en boulevard urbain. Parce que le problème du maire de Charenton, il est exactement le même problème que celui de la maire du 12e arrondissement ou de la maire de Paris. C'est un problème d'avoir une autoroute urbaine qui traverse sa ville et qui pourrit la vie de ses habitants.
Et donc, cette question-là, elle se pose de la même manière au maire de Neuilly. Vous voyez, elle se pose de la même manière au maire de Saint-Denis. Et donc, ce sujet-là, c'est vraiment et même le maire de l'Haye-les-Roses, qui a quand même, à cause du péage, la plus grande largeur de voies d'autoroute de toute l'Europe. Je crois qu'il y en a 17 ou 18. Hein, et le maire de l'Haye-les-Roses, c'est un vice-président du conseil régional et le président du forum métropolitain. Donc, convergence sur la nécessité de transformer ces autoroutes urbaines à l'intérieur de la 86 en boulevard urbain, convergence sur la nécessité de diminuer la vitesse sur les autoroutes, sur ces autoroutes urbaines transformées en boulevard urbain, convergence sur la nécessité de faire des voies réservées pour les transports en commun, le covoiturage et peut-être les professionnels. Convergence sur l'idée que ces routes sont mal utilisées parce que l'autosolisme fait que l'occupation de ces routes est absurde. Ce n'est pas le réseau qui est sous-dimensionné, c'est l'occupation de ce réseau qui est absurde. Et donc, nous devons trouver tous les moyens pour faire en sorte qu'il n'y ait plus des véhicules qui circulent avec une seule personne à bord. Si en plus ces véhicules sont des SUV, vous voyez le caractère totalement absurde de ce mode de transport. Donc, on se rend compte, quand on regarde l'ensemble des offres de transport, que le réseau routier est sous-utilisé, il est mal utilisé. Et qu'une meilleure utilisation de ce réseau routier, une meilleure connexion de ce réseau routier au réseau de transport en commun ferroviaire permettrait de résoudre vraisemblablement la quasi-totalité des encombrements qui pourrissent la vie des automobilistes franciliens aujourd'hui sur Paris. Donc ça, c'est le premier sujet. Le deuxième sujet, c'est bien sûr comment on passe aux véhicules propres, mais ça c'est la zone à faible émission, et l'étude, une autre étude, celle de McKinsey, montre que la solution zone à faible émission est la solution avec un L majuscule pour pouvoir faire en sorte que l'on diminue les émissions de gaz à effet de serre et les émissions de particules fines dans les zones les plus polluées. Donc cette étude est vraiment très intéressante. Excusez-moi, je suis un peu long, mais je voudrais juste terminer en disant que le préfet de région d'un côté, la maire de Paris de l'autre, ont décidé de prolonger ce travail. Le préfet de région, en créant un comité de réflexion à l'échelle de la région sur la transformation des routes, comment est-ce qu'on fait cette transformation qui est proposée dans cette étude, et la maire de Paris en créant l'atelier du périphérique, qui est, je dirais, la même chose, mais à l'échelle du périphérique, avec toutes les communes avoisinantes et toutes les parties prenantes. Est-ce que Sandrine Gourlet, la Société Grand Paris, va créer des ateliers des gares du Grand Paris Express, justement, pour anticiper toute la révolution des mobilités autour parce qu'il faut y aller à ces gares. La marche à pied, parfois, ne suffit pas. Alors, en fait, c'est déjà le cas. On a en fait constitué des comités de pôle pour chacune des gares où on réunit l'ensemble des collectivités locales qui sont concernées en fait, par le rabattement sur les gares, avec la même idée de pouvoir mettre l'ensemble des acteurs autour de la table. Donc nous, on n'est pas décisionnaires, on est facilitateurs en fait, de cet échange. Parce que c'est bien les collectivités locales qui ont la main et qui ont le pouvoir et de transformer leur ville et d'organiser, comme le disait Dominique Alba, leur politique de stationnement local. Est-ce qu'elles souhaitent des parkings relais ou pas? Mais par contre, nous, on joue ce rôle pleinement de facilitateur parce qu'on estime que, comme je l'ai dit tout à l'heure, le projet de transport et le projet de transformation ne sera réussi que si les acteurs locaux sont capables de se saisir de ces enjeux-là. Donc, en termes de méthode, on a effectivement des réunions assez régulières avec l'ensemble des acteurs. C'est pas toujours très simple parce que nous aussi, on est soumis à des endroits où les gens n'ont pas du tout la même vision. Vous pouvez avoir certains maires qui n'ont pas du tout envie que des habitants qui habitent plus loin viennent se rabattre sur la gare. Donc, ils ont une vision un peu fort Apache en disant non, surtout, moi, j'élargis pas mes rues, je fais surtout pas de gare pour les bus. Et bon, c'est un peu dans le dialogue qu'on arrive aussi à faire comprendre que la réussite, le dynamisme de leur collectivité, elle passe aussi par ça. Vous avec Île-de-France Mobilité notamment? Oui, bien sûr. Île-de-France Mobilité est partie prenante de ces comités de pôle, évidemment. Je ne vais pas rappeler qu'Anne Hidalgo voulait fusionner la SGP et l'IDFM parce que vous l'avez tous lu dans la tribune distribuée ici. Je ne suis pas là pour porter ce genre de choses. Par contre, si vous me permettez quand même de répondre à Jean-Louis Missica sur la ligne 17, puisque vous cherchez à me provoquer un peu, je voudrais juste rappeler que la ligne 17, elle permet de connecter en fait le nord de Paris à des zones d'emploi qui sont extrêmement importantes, et notamment l'aéroport de Roissy et le parc des expositions du Bourget, qui sont quand même des zones d'attractivité et d'emploi extrêmement fortes.
Et il faut quand même se dire qu'aujourd'hui, les gens qui vont travailler là-bas sont obligés de prendre leur voiture parce qu'ils n'ont pas de mode de transport qualitatif et qui leur permettent d'aller travailler dans de bonnes conditions. Donc au-delà de la question de la gare de Gonesse sur laquelle je ne reviendrai pas, le fait de dire la ligne 17 elle sert pas, moi je m'inscris. J'ai jamais dit ça. Non, mais je préfère. Non. Je le reprécise pour tout le monde. Non, je suis très favorable à la ligne 17. J'ai parlé de la liaison Saclay-Versailles, qui me paraît moins évidente en termes tout simplement de densité de population à servir. Mais tout ça, ce sont des questions. Tout ça, je n'ai rien contre l'idée qu'on ait un métro entre Saclay et Versailles. La question, c'est au moment où on lancera les travaux, est-ce que il ne faudra pas se poser la question de la légitimité d'un souterrain, par exemple? C'est tout ce que j'ai dit. En tout cas, sur la ligne 17, moi, j'ai vraiment la conviction très forte que, notamment, que ce soit en termes de report modal, d'offres de transport, de qualité de vie et de coût, parce que ça n'a rien à voir de prendre un métro tous les jours ou de devoir prendre son véhicule personnel. Il me semble quand même que les mouvements sociaux de ces derniers mois ont montré que dans ces zones-là qui sont un peu reléguées, on a une vraie responsabilité à pouvoir offrir des alternatives de transport qui soient écologiques et peu coûteuses. Donc voilà, je voulais revenir là-dessus. La question de la liaison entre Saclay et Versailles, de toute façon, le débat est repoussé à plus tard parce qu'elle n'est pas dans les lignes qui sont aujourd'hui prioritaires. Par contre, réaliser la liaison entre Orsay et Saclay est essentiel. On a un pôle de développement universitaire et scientifique majeur pour pas seulement l'Île-de-France, mais pour toute la France. Et donc de pouvoir permettre à des chercheurs, à des professeurs, à des étudiants de se rendre facilement d'Orly à Saclay, c'est essentiel. Aujourd'hui, tout le monde est obligé de prendre un véhicule. Saclay au sud-ouest, au nord-est, Saint-Denis et les Jeux Olympiques. Est-ce que le Grand Paris Express, Dominique Alba, ne va pas aussi créer la métropole polycentrique? Soupirez pas comme ça. Non, mais ce que je veux dire, c'est que si vous prenez Paris, quand Haussmann a fait l'extension de Paris, il y avait des endroits qui s'appelaient Belleville, Ménilmontant, Passy, qui sont restés en fait. Mais les gens sont très attachés à cette notion de village. Donc la question de la polycentralité, elle est inscrite, je dirais, dans la longueur de l'histoire de la ville. Si on a des villes qui se fabriquent rapidement, on n'arrive pas à faire ces exercices. Si les villes se fabriquent lentement, elles sont nourries par l'histoire et l'histoire nous donne les moyens de la polycentralité. Et à ce titre-là, on peut considérer que le système métropolitain francilien, il est polycentrique. Voilà. Donc, par contre, ce qui est intéressant de regarder, c'est comment en fait cette polycentralité ou les évolutions qui vont arriver avec le Grand Paris Express vont nous aider à rester différents, mais ensemble. Et là, ça devient plus compliqué parce qu'il y a juste un métier que tu as oublié dans la liste des équipes, si je puis me permettre, Serge Jean-Louis, ce sont les sociologues. Et qu'en fait, mais oui, c'est pour ça, je me suis dit, il est vraiment incroyable, ce garçon d'une modestie à toute épreuve. Donc je dirais que la sociologie, c'est-à-dire que nos modes de vie et la population, ça c'est une chose importante parce qu'en fin de compte, c'est un levier d'action. On dit toujours que pour les économies d'énergie, 30% relèvent de notre comportement. Et donc ça, c'est gratuit. Et c'est 30%. Et là, si on regarde tous les chiffres, on n'a juste pas fait grand-chose en fin de compte parce que on fait des économies d'un côté, mais on a des outils qui en consomment de l'autre. Donc, pour revenir à la question que tu me poses, je crois qu'il faut pas se tromper de cible. Par contre, Sandrine le disait, ils ont mis en place les comités de pôle, c'est très compliqué. On voit que les maires sont pas toujours allants pour, en fin de compte, considérer que dans la mesure où ils accueillent une gare qui fait partie d'un système de transport interconnecté, eh bien, ils ne vont pas être que tout seuls chez eux. Donc, il y a un partage de centralité. C'est là qu'il faut commencer à travailler. Qu'est-ce qu'on a le droit de partager? Et pour ça, il faut un espace de conversation. Et les ateliers des gares, qui pourraient devenir des ateliers de quartier de gare, pourraient avoir du sens. Ce n'est pas normal que dans certains endroits, vous ayez des seuils minimums de 2 places de stationnement par logement. Je parle de seuil minimum. Et dans d'autres endroits, 0. Il y a un moment où, à partir du moment où on se dit que ça, c'est quand même un investissement que l'on partage tous ensemble, il faut bien qu'on ait quelques règles du jeu communes. Elles ne sont pas toujours faciles à mettre en place. La deuxième chose, c'est qu'on n'est pas obligé d'avoir peur, en tout cas. Aujourd'hui, on a à peu près 28% des territoires des quartiers de gare qui sont concernés par des projets. C'est en fait très peu. Et il se trouve que là où ça devient compliqué, c'est que le système de zonage qui a été mis en place avec les PLU, on pensait qu'il protégeait, par exemple, la mutation du pavillonnaire. Il n'en est rien. Les PLU actuels ne protègent pas la mutation du pavillonnaire. Et d'ailleurs, les promoteurs l'ont très bien compris, et les habitants aussi.
Parce que là-dedans, il y en a un qui achète, mais il y en a quand même un qui vend. Et celui qui vend, il a envie de vendre cher. Donc il y a quand même aujourd'hui une urgence à se mettre autour de la table pour considérer de manière objective ces systèmes que nous avons installés il y a une cinquantaine d'années et qui sont en train de se transformer et qu'on n'ait pas à subir cette transformation. Voilà. Donc moi je dirais partage de la centralité et travail en commun pour avoir les bonnes idées, les bons leviers, les bons partenaires pour s'assurer de ce qu'on veut garder. Et ça c'est vraiment, le préfet de région a mis en place un comité vitalité des quartiers de gare et donc nous avons pu travailler collectivement avec donc la Société du Grand Paris, bien entendu, la Direction régionale de l'équipement, Grand Paris Aménagement et les PFIF et la PUR, et ça a permis de poser les premiers jalons. Donc dans je vais juste, et je terminerai, on a choisi de regarder ça au travers de 5 politiques publiques. L'accélération de la construction de logements, la mixité et le rééquilibrage territorial. Là, on y est, dans les chiffres. Donc ça, c'est pas mal. La mixité sociale, la réduction des inégalités, là aussi, puisqu'on a quand même plus de 36 quartiers politiques de la ville qui vont être desservis par des nouvelles gares, qui ont en moyenne plus de 30% de logements sociaux. Donc on a vraiment une accessibilité pour ceux qui ont le plus besoin, je dirais, d'avoir cette accessibilité partagée. Et on a aussi la réduction des distances. Quand on sait que l'accès au bassin d'emploi de Clichy sera augmenté de 999%. Alors voilà, je dis 1000, tout le monde est là, 999, vous savez, c'est comme les Black Friday, là, on écoute tous. Et ben c'est la même chose, mais c'est colossal. C'est même pas important, c'est juste autre chose, c'est un autre monde. Et c'est-à-dire que des mômes qui aujourd'hui mettent 1h30 minimum pour aller à l'université, ben, ils mettront juste 30 minutes, quoi. Donc ils seront comme un jeune qui habite, je dirais, dans le sud de Paris et qui va à Condorcet. Enfin, il n'y a plus de différence de cette nature-là. Donc ça, c'est intéressant. Après, il y a 3 autres points qui sont plus compliqués. C'est l'engagement environnemental et l'innovation au service de la ville zéro carbone. Donc là, c'est difficile. Il faut y arriver. Il faut y arriver sans doute en démolissant moins, en regardant le stock bâti, qui est très très important dans ces quartiers-là, et ne pas, je dirais, surréagir aux sirènes de la modernité expressive telle qu'elle peut être développée dans certaines images des revues d'architecture. C'est en fait, on se dit qu'on est moderne parce qu'on a un immeuble qui ressemble à tous ceux qu'on voit se développer dans toutes les zones d'aménagement, qui aujourd'hui sont quand même des immeubles tous un peu les mêmes. Et qu'on a beaucoup de mal, en fin de compte, à discuter sur des choses qui seraient plus portées par une histoire, un mélange des genres, etc. Mais ça va venir, parce que c'est ça qui va nous donner la réponse zéro carbone. L'accessibilité et l'embellissement des espaces publics, on a beaucoup parlé d'accessibilité, mais il y a aussi le fait de planter des arbres. Je ne vais pas citer le rapport Castro, mais un des éléments du rapport Castro, et un des éléments qui est cher à la fois au préfet de région et à Patrick Ollier, c'est de planter des arbres. Et à la maire de Paris, je crois qu'on a planté hier le premier arbre de la forêt de Pierrelet. Donc plantons des arbres, ça fait des belles rues. Vous savez que les valeurs foncières au bord des rues plantées partout dans la métropole sont plus importantes que sur les mêmes rues pas plantées, hein. C'est un petit détail. Voilà. Et enfin, les nouveaux modes de faire. Il y avait hier une présentation d'un ouvrage qui s'appelle « Ça déménage dans l'aménagement », coécrit par Sybille Costard et Catherine Sabat. Elles ont fait un inventaire de ça, c'est très impressionnant. Le système a complètement explosé. Voilà. Donc ça, quand même, je crois que là, il faut quand même qu'on aide les élus, qu'on aide les collectivités, les services techniques, c'est compliqué. Les architectes aussi à trouver leur place dans le dispositif, parce que c'est pas facile, parce qu'eux aussi sont sur le modèle d'il y a 30 ans, mais que si on arrive à s'en parler, on fera, je pense, le partage de centralité qu'on attend tous. On va un peu changer de sujet avec vous, Pascal Ozanné, mais quand même, quand on pose la question à Valérie Pécresse, présidente d'Île-de-France Mobilité, sur la tarification, on lui demande, ça coûtera plus cher, le pass Navigo, 75,20 € aujourd'hui, et elle ne sait pas nous répondre. Qu'est-ce qu'il faut faire d'après vous demain? Est-ce qu'il faudra tarifer? Bon, je vous remercie de votre question. Bon, très bien. Bon, enfin, sur la tarification, bon, c'est un revenu qui permet de financer les transports en commun. Bon, sur l'Île-de-France, on est entre plus près de 25% que de 30%. Enfin, c'est donc l'usager aurait payé 25-30% voilà, ça, de service. Bon, enfin, en agglomération, en région, en France, c'est à peu près l'ordre de grandeur. Il faut intégrer aussi le remboursement par l'employeur. Sur la tarification, donc moyen de revenu, certes, mais c'est aussi un outil de régulation. Hein, et une régulation, pourquoi faire? L'objectif de la régulation aujourd'hui, je pense vraiment un gros enjeu, hein, c'est la gestion de l'espace urbain. Donc posons-nous la question, en quoi une tarification différenciée, puisque les modes de transport, je le disais tout à l'heure, ont des pertinences différenciées. Comment par la tarification on peut inciter et faire de la régulation? La régulation, il y a plusieurs possibilités. On peut faire un péage urbain. Bon, c'est pas d'actualité, ça a été retiré de la loi, de la LOM, politiquement c'est compliqué, ça se fait ailleurs. Bon,
Ça ne se fera pas chez nous, ce n'est pas un sujet d'actualité. Je crois que un péage urbain, ça peut rapporter 200 à 300 millions, alors que la gratuité des transports, c'est 3 ou 4 milliards d'euros. Donc on n'est pas du tout dans le même nombre de zéros, quoi. Oui, non, Et l'écotaxe, ça aurait été 1 milliard. Ouais, voilà. Donc, il y a donc cette option, elle n'est pas retenue. Il y a aussi d'autres moyens, je veux dire, plus incitatifs, plus coercitifs. Il y a le partage de l'espace différent. Je veux dire, bon, il y a les voies sur berge, on réduit l'espace de la voiture. Ça se passe bien. Enfin, au début, c'est un peu compliqué. Enfin, je ne vais pas parler à votre place. Bon, aujourd'hui, j'ai cru comprendre que maintenant, il y a un certain consensus. Le tramway, on partage l'espace. Donc, le tramway des Maréchaux, c'est moins 25% de trafic automobile. Donc, vous voyez, il y a d'autres moyens. Et bon, il y a la licence de Singapour. Là, si vous n'avez pas la licence, vous ne pouvez pas circuler. Donc, voilà, c'est pas une question de tarif. Donc, puisqu'on parle du MAS aujourd'hui, et réfléchissons comment le MAS peut jouer un rôle de régulateur. Alors, il y a plusieurs modèles économiques possibles. Il y a celui des GAFA. Bon, on l'imagine, il y a Uber dans le vert. Donc, on sait ce que ça va donner. Ce n'est pas le modèle économique de la régulation vers l'optimisation de l'espace urbain. Donc, ça, c'est clair. Il peut y avoir le MAS des opérateurs de transport. Donc, là, actuellement, on a un système de silos. Chacun a son modèle économique. Donc, les trottinettes, les vélos, donc les VTC, etc. Donc, on peut intégrer tout ça. Et posons-nous la question, comment on peut travailler sur un MAS d'intérêt général, où ce sont les politiques qui définissent les critères de choix, en fonction de leur pondération politique. Donc on a des algorithmes intelligents qui se mettent au service du politique et qui vont réfléchir et qui vont travailler comme pour inciter les voyageurs à utiliser le mode le plus pertinent selon la zone géographique, selon l'heure de la journée, parce que la voiture, je veux dire, a une pertinence en périphérie. La voiture a une pertinence aux heures creuses, mais aux heures de pointe. Et on sait que le coût économique de l'heure de pointe est extrêmement élevé. On sait aussi qu'on a un problème d'absorption. On parle beaucoup évidemment de la ligne 13, c'était évoqué dans la précédente table ronde. Quand on a travaillé sur le Grand Paris, donc on s'est beaucoup intéressé à la désaturation de la zone centrale, notamment pour convaincre les élus parisiens qui à l'époque n'étaient pas spontanément dans l'allégresse pour une rocade autour de Paris. Ça a changé. Mais au départ, il fallait donner des arguments. Et on a dit, mais vous voulez réduire la place de la voiture, vous voulez réduire le trafic automobile, mais attention. Et on a fait tourner des modèles, moins 15% de trafic automobile dans Paris, c'est mécaniquement plus 9% sur les réseaux de transport collectif, dont 6% à l'heure de pointe. Ça passe pas. Et on est au-delà des moins 15%, puisqu'on est à plus de 30% de réduction depuis 2001. Donc là, il faut travailler comment sur les questions de saturation des réseaux, avec des modes doux, pertinents. Je donnais les ratios tout à l'heure sur le vélo. Il se trouve qu'à Paris, la portée moyenne d'un déplacement mécanisé, je ne parle pas de la marche à pied, qui est encore plus faible, mais c'est 3,3 km. Donc la moyenne, si on regarde à 2/3, c'est encore beaucoup moins que ça. Donc comment, par des algorithmes intelligents, puisqu'on parle de masse, une régulation qui relève de la responsabilité politique, évidemment, on va favoriser les modes doux. Par exemple, sur la ligne 13, sur un petit parcours, favorisons le vélo, plutôt à l'heure de pointe. Je parle de l'heure de pointe. Donc, il faut vraiment bien intégrer toutes les différenciations zonales, heure de la journée, et les pertinences différentes des différents modes de transport. Et je pense qu'au niveau du politique, aujourd'hui, le digital offre des choses extraordinaires que l'on ignorait complètement il y a encore 2-3 ans. Enfin, avec le digital, on fait des choses formidables. Moi, je suis président d'une boîte de digital. Donc on fait la billettique, l'information voyageur, des SAE. Donc je fais un peu de publicité pour mon entreprise. Donc on a des outils aujourd'hui technologiques extraordinaires et ça va extrêmement vite. Claude Solar, est-ce que la désaturation viendra aussi du coworking ou du micro-working dans les gares En partie. En tout cas, ça fait partie des solutions. On a un peu cette expérience puisque ça fait 5 ans qu'avec la région Île-de-France et Île-de-France Mobilité, on pense à la fois comment fonctionnent les grands systèmes, y compris les hubs et l'intermodalité dans ces hubs, mais aussi il est nécessaire de penser local. On a donc développé avec la région Île-de-France l'idée que les gares locales, cette fois-ci, sont aussi des lieux dans lesquels on peut donner du service, du coworking, des crèches, de façon à ce que les gens aient aussi le choix
de leur mobilité. Et généralement, on ne se déplace pas pour le plaisir de se déplacer, parce qu'on a un besoin quelque part, aller travailler, se distraire, etc. Et nous sommes dit que des services dans les gares, tout près des habitations, pouvaient permettre effectivement de limiter la circulation et surtout, et aussi, reporter le voyage de quelques minutes, de quelques heures. Les seuils sont très importants. Hein. Vous avez un seuil entre 9h et 10h de dégringolade de l'occupation des transports publics qui est phénoménal. Et un des critères de choix d'ailleurs des voyageurs en matière de qualité de service, c'est certes la ponctualité, certes l'information des voyageurs, mais aussi beaucoup la capacité à avoir un siège ou pas. Et donc, quand on donne le choix aux gens de choisir leur mobilité dans la journée, on pense que à la fois on donne des atouts au transport public, mais aussi on désature. Alors ça suffit pas, hein, mais on peut désaturer. C'est 30 gares par an qui sont équipées de cette façon aujourd'hui en Île-de-France, à tel point d'ailleurs que cette idée-là, on l'a aussi fait au niveau français. C'est un projet qu'on appelle 1001 gares et qui nous permet, en pensant local et pas que central, d'avoir en 4 mois 435 propositions de projets de ce type sur toutes les gares de France, de gens qui ont des idées pour faire en sorte que ces gares vivent au service des usagers. Demain, les 68 gares de Grand Paris Express, des gares de service, multiservices. Alors, plusieurs choses. Effectivement, Jean-Louis Missica avait parlé aussi au début du fait qu'on avait cherché des économies sur le projet. Alors en fait, on a cherché des économies pour se garder des marges de manœuvre en cas d'aléa. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de faire des économies pour faire des économies. Faire des travaux souterrains, les 200 km qu'on réalise, ils sont à plus de 90% en souterrain. C'est des travaux qui sont extrêmement risqués. Aujourd'hui, on a 130 chantiers de génie civil qui sont ouverts. On a pas loin de 40 gares qui sont en chantier. Une gare en chantier aujourd'hui, c'est un immeuble de 10 étages qu'on creuse sous terre, quoi. Sauf que ça fait 250 mètres de long. Donc c'est des travaux où les aléas de réalisation technique sont assez élevés et donc il faut qu'on se garde un peu des marges de manœuvre au cas où on aurait des soucis. Mais on n'a pas du tout réduit l'ambition qu'on a sur la réalisation des gares, ni en esthétique, ni en fonctionnalité. Parce qu'en fait, une fois qu'on aura fini de creuser nos super tunnels avec nos 15 tunneliers, nos 19 l'année prochaine, qui fait qu'on a le record du monde du nombre de tunneliers en action pour plusieurs années. 21 tunneliers en 2021, c'est exactement. En fait, ce qui va rester en vrai, ce qui va marquer, ce sont les gares. Parce que c'est ça qui va rester dans les villes et c'est ça qui va être le marqueur des territoires. Donc on n'a pas du tout réduit la voilure sur l'ambition des gares. On a révisé avec certains élus locaux certaines conceptions architecturales qui en fait rendaient l'exercice de maintenance dans le temps extrêmement compliqué. Donc là, on a cherché à avoir des choses qui soient un peu plus faciles à maintenir pour être plus durables dans les espaces publics. Après, on s'inscrit aussi dans un certain nombre de sites où on est sur des milieux urbains qui sont déjà constitués. Donc on a aussi des problèmes de place et donc on doit opérer des choix sur les services qu'on peut offrir en gare, mais Gare et Connexion est aussi habitué à faire ce genre de choses. Nous, ce qu'on apporte en termes de services, c'est aussi tout le service numérique, puisque la réalisation du Grand Paris Express, c'est en fait l'occasion d'équiper en numérique l'ensemble des territoires qu'on traverse. Donc, y compris dans des zones qui n'étaient pas desservies et qu'il n'était pas prévu de desservir à court terme. La réflexion sur mettre des espaces de coworking où en fait, on n'a pas le même sujet, parce que là, on construit quelque chose de neuf. La réflexion de Gare et Connexion, c'était aussi pour dire, aujourd'hui, on a des gares qui sont moins utilisées. Comment est-ce qu'on réutilise, enfin, sous le couvert de... Comment est-ce qu'on réutilise des espaces existants de façon intelligente pour éviter d'avoir des espaces qui sont non utilisés. Nous, on a plutôt le problème inverse, c'est qu'on risque plutôt d'avoir des espaces qui sont surutilisés. Et donc, ça nécessite de réfléchir un petit peu différemment à la façon dont on conçoit les gares. Mais c'est vrai qu'on est soumis à la même question de quels sont les besoins pour demain. Un métro, on le construit pour 100 ans.
C'est effectivement assez difficile d'imaginer que va donner le vieillissement de la population, que vont devenir les micromobilités. Est-ce que les étudiants demain se déplaceront encore pour aller en cours ou est-ce qu'ils suivront tous leurs cours à distance, sachant que c'est la moitié du trafic en heure creuse. Bon, voilà, on est obligé de faire un certain nombre de choix. On le fait en connaissance de cause, en se laissant des marges de manœuvre pour rendre aussi le meilleur service aux futurs utilisateurs. Dominique Alba, vous souhaitez réagir, j'ai l'impression. Oui, je voudrais juste rajouter un petit élément sur la notion des services qu'on va offrir aux personnes qui vont utiliser ce transport, puisqu'on est quand même dans des quartiers avec des gares plutôt petites, puisqu'il y a une hésitation à les appeler stations, elles sont appelées gares, et on a donc les possibilités de développer ces services sur une échelle plus large dans les rez-de-chaussée des nouveaux immeubles. Et c'est là où il y a un travail qui n'est pas encore complètement calé, et ce qu'on a appelé les rez-de-chaussée actifs, et sujet dont on a déjà beaucoup parlé avec la Société du Grand Paris. Mais là, on a un outil qui n'existe pas. On essaie de travailler avec la Chambre de commerce pour voir comment on peut faire pour qu'on ne mette pas tout dans la petite gare et qu'on répartisse sur un périmètre plus large et que du coup, ça accompagne aussi des parcours de piétons d'une manière plus sympathique que d'être au bord d'un mur aveugle. Merci, on va s'arrêter là.